Rebonjour à toutes et à tous, abonnés et EES de la Tribune. Nous vous aimons et nous vous parlons depuis le Parc Jourdan, l'un des plus beaux studios télé du monde, à Aix-en-Provence pendant les rencontres économiques. Et on va se demander pour cette session si la rentrée sera chaude. Il fait chaud, mais pas si chaud à Aix-en-Provence. Mais on se demande tous si la rentrée sera chaude. Et pour en parler, vous voyez la liaison immédiate, nous avons le président délégué du MEDEF, le patronat, Patrick Martin. Bonjour. Patrick. Et avec nous également François Aumeril, syndicaliste, CFE-CGC. Vous êtes le président de la CFE-CGC. Et pour vous interviewer, je passe la parole à notre spécialiste du social, Fanny Guignochet. Bonjour Fanny. Bonjour Philippe. À toi la première question. Voilà, la première question, c'est peut-être la question du pouvoir d'achat. On a un texte qui a été présenté cette semaine par Elisabeth Borne en Conseil des ministres. Est-ce que ça va suffire pour une rentrée sereine? On voit qu'il y a quelques mouvements, je me tourne vers vous, Patrick Martin, il y a quelques mouvements dans les entreprises déjà sur la question des salaires. Est-ce que du coup c'est de nature à apaiser le climat social? Alors il y a effectivement quelques mouvements qui se dessinent, alors qui sont de mon point de vue ciblés sur certaines branches à l'heure actuelle, typiquement dans la sécurité, l'hospitalier, etc., dont d'ailleurs une bonne partie dans le secteur public, sur lequel moi j'ai mon opinion, mais elle est personnelle, donc je ne l'exprime pas. Alors évidemment, ce sont des warnings pour nous, on regarde ça d'assez près. Notre perception, c'est qu'à ce jour, je suis très prudent en vous disant ça, dans la grande majorité des entreprises, ça ne dégénère pas pour l'instant. Il y a l'expression plus ou moins insistante, mais contrôlée, si je puis dire, à ce stade de revendication. Et c'est clairement la rentrée qui va être l'épreuve de vérité, en tout cas le test du climat social dans notre pays, avec en toile de fond comme deux sujets majeurs. Est-ce que les mesures annoncées effectivement par le gouvernement seront de nature à apaiser ces tensions? Et puis surtout, comment va évoluer l'inflation? Est-ce que dès la rentrée, on aura des premiers signes, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas en Allemagne, comme on le voit sur un certain nombre de matières premières, l'acier, le cuivre, l'aluminium, est-ce qu'on aura le pétrole? Est-ce qu'on aura des premiers signes de décrue, ce qui permettrait de discuter? Il faudra discuter, mais discuter dans une ambiance peut-être un peu moins tendue, je ne sais pas. François Aumeril, votre sentiment? Les mouvements se préparent, les banderoles et les revendications sont prêtes? C'est très très difficile d'anticiper à quel niveau les mouvements se développent, mais pour répondre très précisément à votre question sur les mesures qui sont présentées dans le projet de loi, vous avez posé la question de savoir si elles sont nécessaires. J'ai envie de dire oui, pour beaucoup elles sont nécessaires parce que le surenchérissement du coût de l'énergie, du coût des matières premières, du coût de la vie, d'une certaine façon, c'est l'inflation, crée pour beaucoup de personnes des problématiques effectivement de fin de mois. Et toute intervention, elle concourt à régler un petit peu ce problème-là de façon immédiate. Mais par contre, dans l'avenir, elle ne règle rien. Et pour le coup, la problématique d'avenir, c'est la question des salaires et de leur niveau qui permettrait aux gens d'avoir une vie correcte dès l'instant qu'ils travaillent. Et ce sujet-là pour les reste sur la cadres table. qui sont, quand on regarde le niveau d'augmentation, c'est pas ceux qui ont le moins eu d'augmentation. Si on prend par exemple le baromètre de l'APEC, bon, visiblement les cadres ont profité de certaines augmentations. Vous savez, nous on a une vieille revendication à la CFE-CGC, vieille pour le coup, elle est même obsolète puisque l'AGIRC et l'ARCO ont été fusionnés. Réforme des retraites, oui. Mais elles ont été fusionnés depuis maintenant assez longtemps, mais on demandait il y a une vingtaine d'années à ce que les cadres embauchés comme cadres, avec le diplôme ou l'expérience qui le justifie, soient embauchés au moins au niveau du plafond de la sécurité sociale. Le plafond de la sécurité sociale, aujourd'hui, annuel, c'est je crois un peu plus de 41 000 €. Il y a à peu près 70% des cadres qui sont embauchés en dessous du plafond de la sécurité sociale. Or, il faut se souvenir que quand on met en place l'AGIRC en 1947, la CGC à l'époque et le syndicat qui a mis en place, qui a imaginé donc ce régime complémentaire, l'AGIRC, au-dessus du plafond de la sécurité sociale, justement pour les cadres. Et donc on a une mesure finalement assez objective de la dégradation du pouvoir d'achat des gens qui aujourd'hui dans la société et dans les entreprises exercent des responsabilités importantes. Alors, on a beaucoup entendu le gouvernement ces derniers jours, y compris la Première ministre, dire il faut que les entreprises fassent quelque chose, celles qui le peuvent. On attend, ça fait 1 an qu'on entend ça. Est-ce que je me tourne vers vous, Patrick Martin? Alors, le chiffre paraissait adapté à la situation économique de l'époque. En début d'année, les entreprises, en moyenne des cas, dans le cadre des NAO, ont fait 3%.
Bon, il est clair que vu l'accélération... L'inflation. Ah oui, mais en début d'année, ça paraissait à peu près raisonnable et il y a eu beaucoup de NAO qui ont été signés. Donc cette perception, cet avis semble avoir été partagé à l'époque. Alors évidemment, ça dégénère depuis en termes d'inflation, avec une sensibilité diverse selon les catégories socio-professionnelles et selon les localisations. On le sait tous, hein, ce sont les salariés qui doivent prendre leur véhicule pour faire plusieurs dizaines de kilomètres quotidiennement et les salariés les plus modestes qui sont relativement et en valeur absolue les plus impactés. Alors évidemment, oui, on est conscient de cette situation. On va au cas par cas dans les branches, dans les entreprises, rouvrir des discussions. Je pense à la rentrée, là, on arrive à la période estivale. Je ne pense pas qu'il se passe grand-chose, à part là où il y a vraiment des crispations. Et puis on utilisera cette boîte à outils, en définitive, que comporte le projet de loi pouvoir d'achat. Vous dire à l'instant que ça sera surtout sous forme d'augmentation de salaire. Plutôt... Vous allez utiliser, par exemple, dans la boîte à outils, il y a cette fameuse prime Macron, pas d'impôt, pas de cotisation sociale. Vous allez l'utiliser, parce qu'on sait que le gouvernement trouve que ça n'a pas été suffisamment... Oui, enfin, la Première ministre le rappelait dans son discours de politique générale, il y a quand même 4 millions de salariés qui ont eu accès à cette prime PEPA, dite Macron. Moi, je leur reconnais. Un montant moyen de 500 €. Hein. Oui. Oui, mais enfin, dans un climat économique qui était encore un peu indécis, on en a eu la démonstration depuis. Oui, je pense que ça sera largement sous cette forme qu'il y aura des compléments de rémunération. On va regarder les assouplissements qui semblent se dessiner sur en particulier les accords d'intéressement. On va regarder beaucoup, parce qu'à nouveau le sujet de l'inflation, il est plus ou moins sensible selon les catégories de salariés. On va regarder beaucoup ce qui est annoncé, et ce qu'on a proposé nous-mêmes d'ailleurs, hein, sur l'indemnisation des frais de transport, sur des mesures qui seraient plus ciblées, qui probablement seraient temporaires, en tout cas le temps que durera cette situation. Je suis incapable de vous dire combien de temps elle durera. Mais oui, il y aura des discussions à la rentrée. Moi, je vois dans ma propre entreprise, c'est intégré, il y aura des discussions à la rentrée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun intérêt dans ce climat, d'une manière générale, assez anxiogène, on n'a aucun intérêt à venir créer des difficultés supplémentaires, alors même que le niveau d'activité en moyenne des secteurs demeure plutôt bon. François Omril, vous trouvez que cette boîte à outils, c'est la bonne réponse, justement, la prime, une indemnité qui va cibler ce qu'on appelle les gros rouleurs? Non, nous, on n'est pas trop favorable à la prime, surtout parce qu'elle est désocialisée. Et puis, pour tout vous dire, je pourrais vous citer les conseils qu'on donne à nos sections syndicales. Nous, à la Confédération, on leur envoie des consignes, bien sûr, hein, pour les encadrer, pour les former. Et en matière de négociation salariale, on a coutume de dire, méfiez-vous des primes. Ça n'est pas durable, alors que le salaire, son augmentation, son évolution, ça par contre c'est quelque chose de durable. Et en plus, le problème de cette prime, c'est que d'abord son montant est relativement important, quelque part elle vient en concurrence avec les dispositifs d'intéressement, ça ne nous paraît pas une bonne chose. Nous on a toujours porté à la CFE-CGC l'intéressement, on a toujours été proactifs pour que ça se développe, donc nous on pense qu'il va y avoir une tentation pour beaucoup d'entreprises à ne pas valoriser l'intéressement, mais à valoriser la prime. Facile à mettre en œuvre. Elle est plus facile à mettre en œuvre, elle n'est pas conditionnée d'une certaine façon et elle est désocialisée. Alors aujourd'hui, l'État nous dit on va compenser en totalité, mais on a d'autres exemples sur lesquels l'État dit ça le lundi et le vendredi, il change d'avis. Donc voilà, en matière de salaire, il vaut mieux tenir que courir, c'est bien connu. Donc la prime, c'est jamais mauvais. Quand on la touche, on est content de la toucher. Mais ça n'est pas durable et ça ne stabilise pas quelque chose qui, pour nous, a pris énormément de retard, c'est justement les salaires dans la valeur ajoutée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tout d'un coup, ce sujet devient très très important? Il n'est pas d'aujourd'hui en fait. C'est pas depuis 2 ans qu'on a perdu. Voilà, c'est pas effectivement, c'est l'inflation qui tout d'un coup renvoie l'ensemble des entreprises. Et j'allais dire l'ensemble des secteurs économiques avec des problématiques différentes. Parce que là, pour le coup, je serais assez prêt à suivre Patrick et mes collègues du MEDEF. L'intensité de main-d'œuvre dans la valeur économique n'est pas la même suivant les secteurs. Il y a des secteurs dans lesquels, effectivement, ça va poser des problématiques et ça va générer par répercussion probablement, effectivement, un renchérissement des produits. Certains secteurs très particuliers, mais pour l'immense majorité des secteurs, qu'on soit dans les services ou dans les biens d'équipement, aujourd'hui, l'intensité de main-d'œuvre dans la masse salariale, c'est pas le premier poste et il y a des marges de manœuvre. Quand on voit les résultats des entreprises, des grandes entreprises du CAC 40 l'an dernier, on a envie de se dire il y a des marges de manœuvre pour augmenter les salaires quand même.
Alors, premier point, moi je suis assez d'accord dans l'analyse. Il peut y avoir un effet d'éviction de l'intéressement par les primes. Il y a une solution toute simple qui est de supprimer le forfait social sur l'intéressement pour les entreprises de plus de 250 salariés. On le demande depuis que la loi Pacte a été votée. Bon, peut-être qu'on sera entendu, c'est pas parti pour. Après, moi je suis plus nuancé que François sur les marges de manœuvre. Il y a d'évidence des entreprises qui actuellement font des bénéfices considérables, mais dans la grande majorité des cas, il y a eu une inversion assez récente en définitive, avec une inflation des prix de revient que pour l'essentiel, les entreprises n'ont pas su répercuter ou pas pu répercuter à leurs clients. C'est le fameux pricing power. Alors, il y a le sujet critique des marchés publics. Hein, si on parle de la propreté, de la sécurité, de la santé, etc., 30 à 40% du chiffre d'affaires sur des marchés publics. Et là, les collectivités publiques, l'État, mais pas que, ne veulent pas entendre parler de répercussions de ces augmentations, en l'occurrence de salaire, dans des métiers où la masse salariale représente 70, 80, 90% parfois des coûts. Et puis il y a la sous-traitance industrielle qui a enregistré des hausses de ses prix de revient du fait de l'énergie, mais pas que, de plus de 20% en l'espace d'un an, et qui n'arrive pas à répercuter ça, en tout cas pas suffisamment aux donneurs d'ordre. Et enfin, il y a le cas emblématique, caricatural du bâtiment, où le niveau d'activité demeure extrêmement élevé, mais les entreprises, pour beaucoup d'entre elles, ne gagnent plus d'argent malgré ce niveau d'activité élevé. Et c'est en ça que, du côté patronal, on va avoir un certain nombre de difficultés, parce que tout le monde a en tête, et c'est vrai, que les résultats 2021 ont été bons. Ça n'est plus le cas. Et puis, il y a aussi les impôts de production qui vont être en partie supprimés. 8 milliards d'euros quand même. Donc ça, c'est des marges que les entreprises vont retrouver. Oui, bien sûr. Mais enfin, il nous restera toujours un différentiel de 35 milliards d'euros par rapport à la moyenne européenne. Oui, par rapport à la moyenne européenne, c'est beaucoup plus par rapport à l'Allemagne. Tout ça est absolument vrai. Et c'est vrai que la suppression de la CVAE, 8 milliards d'euros, pourra donner des marges de manœuvre à partir de l'année prochaine, pour des revalorisations salariales. Mon point de vue, c'est qu'elle va surtout servir à gommer pour partie l'écart de productivité qu'on a par rapport à nos concurrents européens, et puis surtout à faire face très partiellement à la montagne d'investissements qu'on se doit d'engager en perspective de la transition environnementale. On a chiffré ça, c'est un hasard de chiffres, ça fait également 35 milliards d'euros par an que les entreprises, avec de grosses nuances sectorielles, vont devoir engager jusqu'en 2050, année après année. Voilà, donc d'ailleurs, personne ne le dit, ces 8 milliards d'euros, ça va pas être des surprofits pour les entreprises. Une question, mais pour changer un peu de sujet, le MEDEF a proposé aux syndicats, vu la situation politique qui vient d'être créée à l'Assemblée nationale, donc pas de majorité absolue, et une situation dont on ne sait pas très bien comment ça va se passer, cas par cas sur un certain nombre de réformes, donc le MEDEF propose aux syndicats qui ont répondu, on entendra ce que dira François Mavril, plutôt favorablement, une forme, alors je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, une nouvelle grande refondation sociale à la CIR, c'est peut-être un peu trop, Kessler, c'est peut-être trop ambitieux, mais peut-être Patrick Martin, de quoi s'agit-il? Une façon de discuter des réformes en amont et de venir proposer des réformes clés en main en disant on s'est mis d'accord, nous, syndicats, patronat, donc vous pouvez reprendre ce texte, bon, quitte à le remettre en forme législative. C'est ça, c'est une façon de se dire le politique a un peu perdu la main, nous on peut la reprendre? Non, je dirais pas ça. Quel sujet vous pourriez l'appliquer? Je dirais pas ça exactement comme ça, mais sans attendre les élections, je pense qu'on a fait preuve de responsabilité, de maturité. On a quand même signé 5 accords nationaux interprofessionnels en l'espace de quelques mois sur des sujets assez fondateurs. Mais c'est vrai que le nouveau paysage politique devrait être, en tout cas c'est notre vœu, de nature à réinstaller beaucoup mieux, beaucoup plus les partenaires sociaux, les corps intermédiaires d'une manière générale dans le débat public. Pourquoi? Pardon, je fais une réponse longue comme d'habitude, je te donne la parole tout de suite. Pourquoi? Parce que il était la démocratie sociale, c'est le MEDEF qui parle d'abord. Non, c'est les syndicats qui parlent d'abord. Plus longtemps. C'est les syndicats qui parlent d'abord. Pourquoi? Parce que évidemment, pour le politique, pour le président de la République, le gouvernement, ça sera plus confortable de présenter un texte devant l'Assemblée nationale qui serait issu d'un accord que nous aurions conclu entre-temps. Alors, en n'évacuant pas le fait essentiel qu'on a des profonds points de désaccord sur un certain nombre de sujets, au hasard, les retraites. Justement. Oui, vous en attendez quelques... Vous êtes d'accord avec cette démarche? Je vais dire un certain nombre de choses. D'abord, bien sûr, c'est une main tendue, ce que je crois, du MEDEF et des organisations patronales en général, aux organisations syndicales pour réfléchir, travailler, discuter, pourquoi pas négocier en amont un certain nombre de dispositions
et donc générer du consensus qui s'imposerait à la classe politique, moi j'y suis tout à fait favorable. Et je pense que pour le coup, le contexte politique nous y incite. Parce que j'imagine mal que dans les circonstances actuelles, le pouvoir politique, quel qu'il soit, et quel que soit son niveau de force ou de faiblesse, irait au-delà et casserait quelque chose qui serait issu justement du consensus social. Ce que, il faut bien le dire, dans le quinquennat qui vient de s'écouler, ce qui a été pratiqué à plusieurs reprises, notamment sur l'assurance chômage, notamment sur la formation professionnelle. Là, c'est vrai qu'on est dans des circonstances qui normalement nous sont plus favorables. Charge à nous, il faut bien le dire, de saisir ce contexte et de pouvoir développer les accords nécessaires. Mais un dernier mot pour finir. Moi, puisqu'on est là tous les deux, on se parle assez directement. On a juste un problème, c'est que moi, quand je viens à la négociation, je suis le président de la CFE-CGC, je viens avec un mandat pour représenter l'ensemble de mes militants qui sont dans des entreprises très très différentes. Certaines sont de taille moyenne, certaines sont de très grande taille. Il y a le CAC 40, il y a des petites entreprises, il y a un peu tout le monde. Mais j'arrive en général dans la négociation, moi ou mes collègues, à avoir un mandat pour représenter tout le monde. On a un problème au niveau patronal. C'est pas dévoiler un secret que de le dire. C'est que au MEDEF, par exemple, mais aussi dans certaines autres, ce sont les entreprises de très grande taille et de très petite taille qui sont dans une chaîne de sous-traitance. D'une certaine façon, mes collègues du MEDEF représentent en même temps le loup et le mouton qui habitent la même bergerie, quoi. Et donc, effectivement, on voit bien que c'est difficile après de négocier et de dégager du consensus. Non, ça va, ça doit. Vous pouvez regarder là. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Peut-être, mais sur quel point vous avez cité la formation et on parle beaucoup aujourd'hui des problèmes de recrutement, de formation, nouveaux métiers, ces nouvelles filières qui vont arriver avec la transition écologique, la planification écologique d'une certaine façon. Sur quel point vous pensez pouvoir prouver que la démocratie sociale a la capacité de rendre cette culture du compromis à laquelle on aspire peut-être aussi au niveau du politique faisable? On vous donne un nouveau micro, François. Alors, sur quel point, voilà, vous pensez... Moi, je vais n'en prendre qu'un seul, et puis après, je vais renvoyer la main à Patrick, mais la question de la formation professionnelle, pour moi, elle est vraiment centrale. C'est quelque chose, je le crois, qu'on a beaucoup abîmé par 3 réformes successives depuis une quinzaine d'années, et c'est assez facile de le dire, parce que finalement, tout le monde s'y est mis. On a eu l'équipe Sarkozy, après on a eu l'équipe Hollande, et puis finalement l'équipe Macron, donc la droite, la gauche, c'est une forme de synthèse, et ces 3 quinquennats, ils ont toujours voulu faire leur réforme de la formation professionnelle. Vous savez, on a l'habitude, on a des élus politiques qui arrivent vers nous, les représentants de l'entreprise, parce que finalement, on est tous des représentants de l'entreprise. L'entreprise, c'est nous, d'une certaine façon, et ils viennent nous dire, nous, la formation professionnelle, on sait comment faire, on va faire à votre place. En fait, non, ils ont fait quelque chose qui n'est pas très bien, et aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment qu'on se pose, et entre justement gens représentant la profession, il faut qu'on arrive à retrouver un peu les bases pour créer les bonnes conditions pour faire évoluer les compétences et surtout s'adapter aux enjeux des métiers de demain. Oui, alors sur formation professionnelle, alors, un petit commentaire. Le MEDEF arrive toujours en négociation avec un mandat. Dire que c'est facile en amont de concilier les points de vue des grands, des petits, des donneurs d'ordre et des sous-traitants, évidemment, non, mais ça fait la richesse du MEDEF. Bon, moi je pense qu'on va avancer très résolument. On a déjà signé un accord cadre national interprofessionnel sur la formation professionnelle, qui est effectivement un sujet totalement fondateur. On n'ira pas au bout de l'exercice avec ce qu'on a proposé, donc il faudra probablement qu'on reprenne encore la copie. Mais là, je suis très confiant. On va déboucher, on a des groupes de travail qui produisent, et il y a quand même un large consensus finalement sur les modifications qu'on souhaite apporter à la loi de 2018, qui effectivement comporte quelques failles ou quelques erreurs monumentales, sur la gouvernance, sur le financement, etc. Il y a un deuxième sujet sur lequel nous, en tout cas, on souhaite avancer, et qui peut paraître un peu décalé par rapport au champ du social, encore qui est celui du logement, parce que nous, on a été abasourdis de voir que de quelque côté que ce soit, ce sujet du logement n'ait pas été traité dans le cadre de la campagne, et c'était édifiant. Dans les enquêtes d'opinion, pouvoir d'achat en tête, ce qu'on comprend très bien, le logement en 7e ou 8e position. Il y a une espèce de schizophrénie. C'est effectivement de loin, et singulièrement pour les personnes les plus modestes, de loin le principal poste de dépenses contraintes. Et on sait qu'on est dans l'impasse en France, alors qu'on fait, notamment avec notre bras armé paritaire qui est Action Logement, on se démène, je dirais, mais c'est loin du compte. Et puis on a clairement,
clairement. Alors qui intéresse beaucoup de monde, enfin qui implique beaucoup de monde, notamment des élus locaux. Enfin, c'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire. Au contraire. Et puis on ouvre la discussion sur la mise en œuvre de ce que prévoit la loi climat et résilience, c'est-à-dire l'implication des CSE dans la politique et les pratiques surtout environnementales des entreprises. Voilà, c'est pas pour occuper le terrain, c'est pas pour épater la galerie qui ne serait pas épatée d'ailleurs. On a des vrais sujets d'intérêt commun. En revanche, vous avez des vrais sujets de clivage, les retraites, comment ça va se passer? Parce que visiblement à la rentrée, il y aura quand même une concertation, vous serez autour de la table? Oui, alors je vais revenir sur les sujets de clivage et notamment sur les retraites. Mais avant, peut-être rebondir sur les sujets communs qu'on a avec les organisations patronales en général et le MEDEF en particulier. Je vais vous dire un truc qui est assez facile à vérifier. Partout, les partenaires sociaux sont en gestion exclusive, c'est-à-dire sous le contrôle de l'État, bien entendu. Mais ils font la gestion de leurs organismes et l'État ne vient pas s'ingérer dans la décision. Partout, ça génère des excédents, ça génère des réserves. Partout. Vous pensez à l'Agirc-Arrco ? Partout, je pense à l'Agirc-Arrco, je pense à l'assurance chômage avant que l'État ne vienne s'en occuper et faire peser sur le régime des charges qui ne sont pas de la nature de l'indemnisation. Je pense à la formation professionnelle, qui était un régime qui ne générait pas de déficit. Depuis que l'État a mis la main dessus, il y a 2 ans, a créé France Compétences, on va sur 6 milliards de déficit. Donc moi, j'aimerais bien un peu remettre les choses, l'église au milieu du village, comme on dit. Là où on s'en occupe en responsabilité. Et l'État arrive en disant ben moi je prends parce que je vais faire mieux que vous, je vais développer des politiques publiques et puis vous n'aurez rien à rajouter, vous allez d'une certaine façon nous servir pour développer les politiques publiques. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fout le bazar et il génère des déficits. Maintenant, pour finir sur la question de la retraite, c'est vrai qu'on a un dissensus avec le MEDEF sur le sujet pour une raison toute simple, c'est que nous, organisations représentant les salariés, on représente l'ensemble des personnes. Pour nous, un salarié ou un retraité, en fait, c'est la même personne. C'est la même personne tout au long de sa vie. Un retraité, il a été salarié. Un salarié, il sera retraité un jour. Et donc, on a une vision et une revendication globale sur le sujet. D'une certaine façon, les organisations patronales, elles sont plus motivées à s'intéresser aux gens dans leur activité. Une fois qu'ils sont en retraite, ils ne cotisent plus nulle part, ils ne contribuent plus à la force dans une entreprise. Et c'est un point sur lequel, effectivement, on va avoir du mal à s'accorder. Et justement, sur l'Agirc-Arrco, vous avez prévu de rouvrir, comme il y a de l'inflation, une concertation, une négociation ou pas du tout? Sur l'Agirc-Arrco, nous, on demande à ce que la revalorisation des pensions soit au moins au niveau de l'inflation. On a un accord sur le sujet. Oui. Vous savez que ça doit être revalorisé dans l'accord avant l'avenant qu'on n'a pas signé et auquel on s'est opposé. Ça doit être au niveau de l'évolution des salaires. Donc, il y a eu des mesures temporisatrices que nous, on n'a pas suivies. Nous, on considère que les retraités, comme les salariés, ils doivent, d'une certaine façon, avoir leur niveau de vie qui doit être maintenu parce qu'ils ont produit les efforts durant leur activité. Par leur cotisation, ils ont contribué à maintenir le système. Au passage, la situation des retraités aujourd'hui, finalement, elle s'est dégradée d'une certaine façon parce qu'il a bien fallu adapter les dispositifs depuis 30 ans pour affronter la vague démographique. Donc j'estime que les retraités, ils ont assez payé. Aujourd'hui, le taux de remplacement, il n'a fait que baisser depuis une vingtaine d'années. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas revalorisé comme les salariés parce qu'ils le méritent. Alors, à l'Agirc-Arrco, on a des règles prudentielles, des règles calendaires auxquelles on se tient pour l'instant. Bon, il y aura de toute façon une revalorisation, mais il n'est pas prévu qu'elle se fasse dès à présent. Et puis, je pense que ça rejoint d'ailleurs, c'est un peu sournois ce que je vais dire, ça rejoint ce que disait François, quand on est en responsabilité, on gère bien. Donc les critères prudentiels qu'on s'est fixés, il faudra quand même les respecter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de revalorisation des retraites. On a abouti à un accord à l'UNEDIC sur des revalorisations. Bon, c'est inférieur à ce que l'État a décidé sur un certain nombre de minima sociaux. Je crois. Et sur le point d'indice des fonctionnaires. Bon, mais on arrive quand même à discuter et on arrive à trouver des compromis. Le propre d'un compromis, c'est qu'il satisfait tout le monde et il satisfait personne. Donc on est typiquement dans cette épure. Mais par ailleurs, et François a commencé par là, moi je rejoins complètement, on touche mais caricaturalement les limites de cet État qui veut s'occuper de tout, qui est interventionniste, qui nous pique les excédents quand on gère bien, qui nous accable quand exceptionnellement on ne gère pas bien. Enfin, il y a une espèce de cette omniprésence et omnipotence de l'État dont on s'accommoderait très bien si l'État était
en toute chose efficace. Que l'on vit actuellement sur l'enseignement, sur la santé, sur la sécurité, sur l'énergie, devrait inciter tout le monde, mais l'État singulièrement, à être parfois un peu plus modeste, à écouter un peu plus, à impliquer un peu plus les acteurs. Et puis, probablement... Et en même temps, je ne vais pas me faire défenseuse de l'État, mais quand même, quand il y a eu le Covid, l'État a été là, a quand même largement soutenu les entreprises. C'est son rôle. Mais je vais au-delà. L'État a écouté les partenaires sociaux, a écouté le MEDEF. Nous, on n'a pas touché de royalties là-dessus. Le PGE, le Fonds de solidarité, c'est un peu des idées. L'activité partielle de longue durée sont des idées patronales à l'origine. On n'en disconvient pas. On a remercié, et je le fais à nouveau aujourd'hui, l'État pour ce qu'il a fait. Mais ça sert à ça, l'État. Ça sert à avoir une stratégie, ça sert à mettre en place les conditions d'un bon fonctionnement du pays et de la société, et ça sert enfin à être l'assureur en dernier ressort. Typiquement ce qui s'est passé, mais ça suppose aussi qu'il y ait des marges de manœuvre budgétaires, ça suppose qu'en temps normal, l'État ne soit pas intrusif comme il l'est, et c'est vrai que les circonstances politiques vont peut-être, mais sans esprit de revanche, dans le plus grand respect des institutions républicaines, et singulièrement du Parlement, ça va peut-être remettre en selle les partenaires sociaux qui... François l'a dit, quand ils sont en responsabilité, assument leurs responsabilités. Une toute dernière question, on a commencé par là, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la rentrée? Est-ce que vous êtes inquiet? Il y a une grande marche qui est prévue de la part de certains organismes politiques. Il y a déjà des mouvements de grève qui sont annoncés. Une journée de mobilisation le 29 par la CGT. Est-ce que vous êtes inquiet? Un 4e tour dans la rue, quoi. Moi, je pense que l'intelligence est une option toujours disponible. Donc, j'ai plutôt tendance à être un peu optimiste. Après, tout dépend effectivement de la bonne volonté de chacun, et c'est un peu ce qu'on discute depuis une demi-heure, de respecter, s'agissant des décideurs politiques, la capacité des acteurs sociaux à discuter entre eux, à trouver des consensus et à les respecter et à les intégrer dans les politiques publiques. Si on arrive sur ce terrain-là, moi, je pense qu'il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter de la rentrée. Mais si par contre, on retombe dans les travers où chacun va se figer du côté des décisions politiques sur des positions qui, objectivement, ne sont pas adaptées ni à la situation économique, ni à la situation sociale, alors effectivement, il risque d'y avoir de fortes tensions. Patrick Martin, vous voyez venir le mur du Grenelle? Non. Pas du tout. Pas du tout. On est dans des circonstances tellement inédites, tellement protéiformes, enfin tout ce qu'on voudra, qu'il faut être extrêmement prudent. Mais mon pronostic, c'est que non, à nouveau, sur les rémunérations, les entreprises qui ont toujours du mal à recruter en plus. C'est une situation un peu étrange. Les entreprises seront pragmatiques, mais il faut que ce soit vraiment au niveau de l'entreprise. Il y a quelques branches, il y a un certain nombre de branches où il doit y avoir des discussions sur les minima conventionnels. Mais en moyenne des cas, moi, je ne vois pas venir, hors secteur public, à nouveau. Une forte conflictualité sur les... Non, je pense que tout le monde est un peu énervé parce que la situation est énervante, on sort du Covid, ça on ne peut pas en faire abstraction et ça peut être un irritant. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de réalisme. Et sincèrement, quand on regarde le nombre d'accords qui ont été signés dans les entreprises, qui ont été signés dans les branches, qui ont été signés au niveau interprofessionnel, en tout cas, les ponts ne sont pas coupés entre nos organisations. Ceci dit, il y a quand même le sujet qui n'a pas été trop prononcé, c'est celui de la retraite. Soyons clairs, si on aborde... C'est par là que ça pourrait venir. Si on aborde à la rentrée la question de la retraite sous lequel il a été abordé pendant la campagne électorale, c'est-à-dire l'âge. Là, évidemment, ça va coincer. Le report de l'âge. Parce qu'objectivement, personne ils ont un petit peu mis de l'eau dans leur vin. Mais personne n'acceptera. Personne ne dit 65 ans, ni même 64. Et y compris nous en premier, qu'on aille faire payer les salariés, parce que finalement, décaler l'âge de la retraite, c'est faire payer les salariés dans leur ensemble, et uniquement eux pour contribuer à aller chercher des marges budgétaires. Ça, c'est hors de question. En fait, c'est pas pour me dérober ou pour que le MEDEF se dérobe que je dis ça. Nous, finalement, à la réflexion, on se dit que notre enjeu, pas l'enjeu du MEDEF, l'enjeu du pays, c'est d'augmenter le taux d'emploi, d'une manière ou d'une autre. Alors, le cas échéant, par un report de l'âge légal de départ en retraite ou une accélération, voire un prolongement de la réforme Touraine, c'est un des éléments de réponse, je dirais, sur le papier. Après, il y a des sujets d'acceptabilité. Et puis, si ça doit être fait, mais je crois que c'est prévu ainsi, il faut qu'il y ait des contreparties. Il
Il faut qu'il y ait des contreparties pour les carrières longues, au titre de l'usure au travail, pour que les entreprises s'impliquent beaucoup plus, je le reconnais, dans l'accompagnement des seniors, en s'inspirant probablement de ce qui se passe dans certains pays nordiques. Voilà, c'est ça. Il faut augmenter le taux d'emploi en France. On règle tout si on augmente le taux d'emploi en France. Il a un peu remonté le taux d'emploi des seniors, mais est-ce que justement il n'y a pas un jeu quand on décale un peu l'âge de départ, les entreprises font plus d'efforts pour les garder? Il y a l'effet mécanique, on l'a vu avec c'est l'histoire de la poule et l'œuf, quoi. Oui, alors pour différentes raisons, mais notamment parce que les employeurs eux-mêmes se disent, je caricature à peine, moi je ne vais pas embaucher une personne qui a 58 ans si elle part en retraite dans 2 ans, si elle part en retraite dans 4 ans, en fortiori dans 5 ans ou dans 6 ans, ça mérite d'être regardé beaucoup mieux. Mais ça n'enlève rien à ce que j'ai dit, un peu piteusement, c'est vrai que jusque-là, les entreprises n'ont pas véritablement empoigné le sujet de l'accompagnement des seniors, des fins de carrière. Bon, ce qu'on vous propose, c'est de vous revoir pour la REF. La REF de 2022, c'est fin août, c'est ça, le 29 et 30 août. Et alors, le thème choisi, Patrick Martin? Alors, on fait toujours des jeux de mots extraordinaires. C'est Eurovision, avec un pluriel, vision. Et je crois que ça colle assez bien à l'actualité. Quel est le poids de l'Europe? Quel est le rôle de l'Europe? Quelle est l'autonomie de l'Europe? Quelles sont les valeurs de l'Europe dans ce monde assez chahuté? Et puis, à l'intérieur de l'Europe elle-même, quelles sont les bonnes options? Les démocratures sont-elles fatales? Comment, sur le plan environnemental, être, et il le faut, vertueux, si possible les plus vertueux au monde, mais sans être les seuls à être vertueux. Enfin voilà, toutes sortes de sujets de cette nature. Donc rendez-vous à l'hippodrome de Longchamp, toujours? Absolument. François Aumril, vous y serez? Peut-être. Peut-être. Bon, on aura peut-être l'occasion de s'y revoir. Voilà, et on parlera de la rentrée en ayant passé de bonnes vacances. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup.